On va parler d'un des joyaux de la Méditerranée et après avoir vu les images que vous allez voir, elles sont magnifiques, vous allez avoir envie d'œuvrer pour sa préservation. Nous partons maintenant sur la mer, dans un des endroits les plus riches de la Méditerranée en biodiversité. Et pour en parler, nous allons accueillir deux invités passionnés et passionnants. J'invite à nous rejoindre Greg Lecoeur et Soledad Tolosa. Allez, venez. On peut les applaudir, c'est vrai, on peut. Vous pouvez prendre place. Hop. Vous avez des petits micros devant vous. Alors, on va vous présenter rapidement Soledad. Vous êtes océanographe à la métropole Nice-Côte d'Azur sur la protection des cétacés. Et vous, Greg Lecoeur, vous êtes photographe, passionné de l'océan. C'est une passion qui remonte à quoi, 25 ans, quelque chose comme ça, une vingtaine d'années, lors d'une rencontre, si j'ai bien compris, avec un globicéphale, c'est ça? Oui, la photo, ça remonte il y a 25 ans. Sinon, je suis originaire de Nice, entre le Mercantour et la Méditerranée. C'est vrai que je me suis vite passionné de nature. Est-ce qu'on peut voir ce que c'est un globicéphale? Vous voyez ce que c'est un globicéphale? Non, ben voilà, c'est ça. Donc vous en avez rencontré un comme ça par hasard? Vous étiez déjà photographe Alors, à pas l'époque? un, j'étais en bateau. Donc, à l'époque, je ne faisais pas de photos sous-marines, je ne faisais pas de photos. Et en naviguant dans la baie des Anges, à quelques milles au large, j'ai croisé un banc. Ils étaient plus de 50. Et ce sont des grands dauphins, c'est de la famille des dauphins, c'est des individus qui font entre 5 et 6 mètres. Et ils sont venus se coller à la coque de mon bateau, un petit bateau qui faisait 6 mètres. Donc c'était assez impressionnant. Et c'est des animaux qui sont très très sociaux et qui restent en surface. Et ils s'agglutinent comme ça l'un contre l'autre et contre le bateau. Donc on peut les entendre communiquer, ils socialisent entre eux. Ce jour-là, la mer était d'huile, il y avait des conditions absolument incroyables. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Et quand je suis rentré à terre, en fait, j'ai raconté cette rencontre qui pour moi était vraiment féerique et même irréelle chez nous en Méditerranée. Et peu de gens connaissaient cette espèce, encore moins en Méditerranée. Et certains étaient même sceptiques de cette rencontre. Parce que vous Donc n'aviez c'est pas là où j'ai d'appareil photo à l'époque, vous n'avez pas pu non, non, immortaliser j'ai ce pas de moment. photo, donc j'ai pas pu immortaliser ce moment. Et du coup, j'avais envie après d'amener cet appareil photo pour faire des photos souvenirs, pour pouvoir partager à mes proches, à mes amis, à ma famille, mes aventures en plongée et en navigation. C'est ce qui vous a donné envie d'aller acheter un appareil photo et devenir photographe, cet événement en Alors, particulier? à l'époque, donc quand j'étais jeune, mon père faisait un petit peu de photos, mais voilà, alors j'aimais beaucoup l'univers de la photo, les appareils, les odeurs que ça pouvait dégager, voilà, l'univers de la photo. Mais quand j'ai acheté le mien, après, je suis vraiment tombé de passion pour l'image, pour la photo, et du coup, j'ai développé mes techniques de photographie, mais aussi cette passion pour le vivant, cette passion pour la biologie marine. Et aujourd'hui, j'arrive à concilier mes deux passions. Oui, parce que maintenant vous êtes photographe professionnel et vous allez dans les mers du monde pour prendre des photos à peu près de toute la Donc c'est ça, il y a biodiversité. 15 ans, j'ai décidé de changer de vie. J'ai tout plaqué en France, j'ai fait un tour du monde en tant que moniteur de plongée et photographe. Et au bout d'un an, je suis rentré, j'ai fait carrière de photographe, donc maintenant ça fait 15 ans. Oh, c'est un beau métier, hein, ça va créer des vocations, j'espère. Soledad, vous pouvez nous expliquer, c'est quoi ce sanctuaire, le sanctuaire Pélagos dont on va parler? Qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour à tous. Donc, le sanctuaire Pélagos est un accord entre trois pays, la France, l'Italie et Monaco, qui a été créé en 1999, puis rentré en vigueur en 2002, et qui permet de harmoniser des règles pour qu'on puisse vivre en harmonie avec les mammifères marins, tout simplement. Il y avait besoin donc de préserver cette zone. Ouais, C'est une zone qui est à la fois riche en cétacés, mais également très urbanisée, et donc où il y a énormément de contraintes anthropiques, on va dire. Donc il fallait absolument faire le premier accord international sur la première aire marine protégée internationale pour les cétacés, en tout cas du monde. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on regarde la mer sur la plage, mais il y a énormément de choses là-dessous. Qu'est-ce qu'on peut croiser, Greg, comme espèce dans ce sanctuaire? Alors le sanctuaire, il est destiné à la préservation des mammifères marins, notamment des cétacés. Donc c'est vrai que moi, suite à cette rencontre, du coup, je me suis passionné pour le large. C'est devenu une drogue d'aller prendre mon petit bateau et d'aller au large pour essayer de découvrir ces espèces. Donc on va rencontrer par exemple le dauphin bleu et blanc, qui est le dauphin le plus commun qu'on peut croiser dès que vous prenez un bateau, que vous allez un petit peu au large. Ce sont des dauphins qui sont très joueurs, qui viennent à l'étrave des bateaux. On va pouvoir trouver le dauphin de Risso, par exemple, qui lui est beaucoup plus gros, un petit peu comme le globicéphale. Donc le globicéphale aussi. On va retrouver le grand dauphin,
Hein, le grand dauphin, tout le monde le connaît, c'est l'espèce qui vit beaucoup dans les delphinariums et qui vit chez nous plus près des côtes. Faut savoir que tous ces mammifères marins, on va plutôt les trouver au large. Le grand dauphin, lui, il a plutôt tendance à être beaucoup plus côtier et le trouver près des côtes. Ensuite, on va trouver alors, le dauphin commun. Alors, finalement, il n'est pas si commun chez nous dans le sanctuaire Pélagos. On le voyait il y a une quinzaine d'années, on en croisait quelques individus. Aujourd'hui, on le croise très rarement. Il est même mélangé souvent à des dauphins bleus et blancs. Apparemment, le dauphin bleu et blanc aurait pris le territoire et l'aurait un petit peu chassé. Et après, on va retrouver des espèces comme le cachalot, hein, donc cette baleine à dents, et le deuxième plus grand mammifère de la planète, qui est le rorqual commun, qui est très commun chez nous et qui se nourrit de krill. Hein. Si on a tous ces animaux, en fait, c'est parce que la zone entre Nice et la Corse est très riche en nutriments et donc en plancton. Et donc, du coup, tous ces animaux vont venir. Mais on va aussi trouver d'autres espèces associées, des espèces pélagiques comme les requins, les raies, les thons. Voilà, il y a beaucoup d'espèces. Donc, il y a toute cette chaîne alimentaire qui vit au large. Et je vais juste citer un dernier mammifère qui lui aujourd'hui malheureusement ne fréquente plus nos côtes. C'est le phoque moine de Méditerranée. Donc c'est une espèce. Des photos, parce que vous avez des très belles photos. Alors voilà, le phoque moine de Méditerranée. Donc lui autrefois vivait près de chez nous. Hein. Donc c'est une espèce qui était considérée comme un nuisible et donc qui a été chassée. Et aujourd'hui, il a disparu de Méditerranée, sauf dans quelques endroits comme la Grèce, notamment sur des îles qui autrefois étaient des îles qui étaient des bagnes, puis des stations militaires. Donc ces colonies étaient en paix, je dirais là-bas, puisque c'était interdit d'accès. Et aujourd'hui, grâce à des programmes de conservation, le phoque moine serait en train de revenir, de recoloniser la Méditerranée. Donc on a bon espoir qu'ils reviennent sur la façade méditerranéenne française. D'accord, il est plus du tout ni chassé, ni rien. On essaie de le préserver parce qu'il est sacrément mignon. C'est un peu le panda de l'océan, là. Il était complètement menacé, c'est dommage. Et on en revoit des groupes, des petits individus par-ci. Alors oui, ça vient en famille, c'est des colonies. Donc de Grèce, ils sont en train de recoloniser donc la Turquie, donc les pays autour. Il y aurait même eu des observations en Italie et même voire en Corse. Et donc, vous l'avez dit, c'est parce qu'il y a ce plancton. Je crois qu'on a fait une photo. C'est vachement bien d'inviter un photographe parce qu'on a plein de photos. Est-ce qu'on a une photo du plancton ou pas? Ouais. Pour un peu illustrer cette biodiversité qu'il y a dans cette zone-là. Donc ça, c'est ce dont se nourrissent les cétacés. C'est ça? Alors voilà, sur cette image, donc c'est un montage. Hein. En fait, on a passé beaucoup de temps au large à documenter ce qu'on appelle la migration verticale du plancton. Hein, quand on parle de migration, on va plutôt penser aux baleines, aux oiseaux ou encore aux gnous en Afrique. Mais l'espèce qui réalise la plus grande migration, c'est le plancton. Donc, ce sont des petits organismes, comme on peut voir, qui vont chaque nuit en fait remonter des abysses. Ils vont remonter en surface pour se nourrir des algues. Et c'est ce qu'on appelle le zooplancton. Et donc c'est la chaîne, le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et donc derrière, on va retrouver les céphalopodes, les poissons, et voilà, de plus en plus gros jusqu'aux grands prédateurs. Et c'est ce qui permet justement d'attirer toute cette faune. Et c'est pour ça que cette zone est très riche. C'est parce qu'il y a beaucoup de nourriture, et notamment pendant la saison estivale, juste après le printemps, où il y a ces blooms planctoniques. Donc il y a beaucoup de nourriture, et du coup, il va y avoir toute la chaîne alimentaire qui va se rassembler. Cette biodiversité, elle est insoupçonnée. On n'a aucune idée qu'il y a tout ça quand on regarde la mer. C'est magnifique. D'ailleurs, vous avez pris des photos un peu de tout, un petit peu des cétacés, des planctons, de toute la vie qui vit dans cette zone-là. Elle est importante à protéger. Donc, comme il y a énormément de plancton à certaines périodes, est-ce qu'on a plus de chances, Soledad, de voir les baleines à certains moments où elles sont là tout le temps? On a plus de chances de les voir printemps-été. Ouais. Au large, parce que c'est le moment où il y a des blooms, on va dire, et où elles viennent se nourrir. En même temps, c'est la zone où on a le plus de bruit, on va dire, et d'activité de plaisance sur nos côtes, ce qui fait aussi qu'on peut les éloigner. Donc on peut les voir, enfin si on a la chance de croiser un de ces spécimens, alors déjà on doit être subjugué en bateau, donc on peut peut-être le rappeler, on peut pas faire n'importe quoi. Si on a la chance de les croiser, on les caresse pas, on les approche pas. On va donner les règles quand même pour être sûr que tout le monde sache quoi faire si il rencontre un de ces spécimens. Tout à fait. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit de se rapprocher d'un cétacé à moins de 100 mètres, pardon. Difficile de juger 100 mètres en mer, mais voilà, c'est la règle. Et donc, il faut également faire attention à comment on va les approcher.
de façon à ne pas les perturber. Donc on garde une vitesse régulière, on ne fait pas d'à-coups. S'il y a des petits, eh bien, on entame doucement le retrait. S'il y a plus d'un bateau, eh bien, on réduit le temps, donc on fait que 15 minutes par bateau, par exemple. On ne coupe pas les groupes, donc on ne coupe pas la route des cétacés. Voilà, il y a vraiment des choses à mettre en place. On ne fait pas une queue de poisson comme ça. Exactement. On ne passe pas entre le groupe. S'il y a un groupe, on ne coupe pas passe pas au milieu. Donc c'est des choses qui dans la théorie sont faciles. Après, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué quand on est en mer, mais voilà, d'où l'intérêt de se former et d'être conscient de cet enjeu. Ça, c'est quand on est en bateau, mais quand on est plongeur, on les touche pas non plus, j'imagine. Alors oui, je vais juste rajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des professionnels, dont c'est le métier, qui font ce qu'on appelle le whale washing, et qui même ont un label. Aujourd'hui, il existe un label. Donc, si vous voulez demain aller observer dans de bonnes conditions des mammifères marins et des cétacés, moi, je recommande d'aller dans ces structures labellisées qui, en plus, connaissent bien l'environnement et sauront trouver les animaux. Oui, donc en effet, nous, pour faire ces images, en fait, on a eu une dérogation, donc un arrêté préfectoral par l'Adréal qui nous a autorisé pendant 1 an à nous approcher sous certaines conditions, bien sûr. On avait une charte à bien respecter pour pouvoir réaliser ces images. Oui, donc on répète, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et si par chance, bon, on n'a pas le label, mais on tombe dessus, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour les gens, pour le grand public, de contribuer concrètement à collecter des données pour les scientifiques ? Oui, tout à fait. Donc il y a une application qui s'appelle Ops en mer, facile à télécharger sur Android ou iPhone, on va dire, et qui permet, voilà, donc on l'a sur l'écran, et qui permet de participer à la recherche, étant donné que c'est difficile d'aller en mer, et ce sont des animaux qui sont durs à étudier. Si vous voyez des cétacés, n'hésitez pas à la télécharger et à l'utiliser. Vous avez des fiches descriptives, on y trouve, voilà, on peut mettre les cétacés, mais également des oiseaux ou d'autres espèces qu'on peut retrouver, et ça aide beaucoup à comprendre ce qui se passe. Par exemple, nous avons fait un bilan du suivi qu'a fait Miracetti sur nos côtes, et grâce aux données opportunistes qu'on appelle, on a réussi à savoir que parmi les 8 espèces que l'on trouve dans le sanctuaire Pélagos, ben nous on en avait 7 déjà présentes de façon régulière, on va dire, sur nos côtes. Alors que si on veut analyser purement à travers un effort, donc le fait d'aller en mer et de faire des transects, eh ben, on n'en avait vu que 2. Donc ces données, elles nous permettent de compléter les efforts de recherche et les protocoles qu'on fait scientifiquement parlant. Oui, finalement, le hasard fait bien les choses dans la recherche, on oublie de le dire, mais c'est comme ça, si vous tombez par hasard devant un de ces spécimens, vous pouvez vous former, parce que c'est vrai que dans l'application, il y a aussi un entraînement, on peut s'entraîner à reconnaître, parce que c'est vrai qu'entre plusieurs dauphins, on ne connaît pas forcément les différences. Donc entraînez-vous, je vous encourage à la télécharger, au cas où vous tombez par hasard, je ne sais pas, sur un dauphin, sur un globicéphale, vous pourrez renseigner la science, c'est de la science participative, en fait. C'est ça, tout à fait. C'est chouette, vous pouvez contribuer à la recherche. Alors, le sanctuaire Pélagos, il abrite une biodiversité remarquable, mais évidemment, si c'est un sanctuaire, c'est qu'elle est menacée par pas mal de choses. Et entre autres, les activités humaines, c'est un peu toujours de notre faute à chaque fois, il faut quand même qu'on le répète. Et le trafic maritime en Méditerranée, il est assez fort dans cet endroit-là. Donc, on ignore souvent, mais les navires constituent un des premiers dangers directs pour les cétacés. Greg, pourquoi c'est un problème, ces activités humaines? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a avec le trafic maritime, je dirais, il y a deux gros phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la pollution sonore. Donc, on sait que les cétacés, ils s'orientent, ils communiquent grâce au son. Donc, imaginez-vous chez vous, et puis que vous avez votre voisin qui met de la musique à fond, ou imaginez-vous un train qui passe en bas de chez vous à longueur de temps. Le trafic maritime, c'est en Méditerranée, et notamment sanctuaire Pélagos, en fait, on est sur un axe avec le port de Gênes, qui est un gros port commercial. La Méditerranée représente 30% du trafic maritime mondial, ce qui est énorme. Et l'autre problématique, ce sont les collisions avec les grands cétacés. Donc ces bateaux, ils vont à une vitesse folle en Méditerranée. C'est des gros navires. C'est difficile pour eux de changer de cap. Il y a une veille. Alors aujourd'hui, il y a un système qui s'appelle REPSET, on va peut-être en parler après, qui permet éventuellement d'éviter ces collisions. Mais les collisions, en fait, la problématique, c'est qu'en plus, tout se passe au large. Donc, dans l'indifférence totale, il y a très peu de gens qui sont là-bas pour voir ce qui se passe.
Et ces collisions, elles existent et elles arrivent plus qu'on l'imagine. On peut peut-être en parler de ce système REP7. Ça consiste en quoi pour éviter les collisions? Comment ça marche? Alors, le système REP7, en fait, c'est alors déjà c'est pas obligatoire pour les navires. Donc, c'est un système qui permet de détecter quand vous observez par exemple un ferry qui va observer un rorqual commun en Méditerranée. En fait, il va entrer les données, le point GPS sur l'application et ça va être diffusé aux autres navires qui sont équipés. Donc c'est la base du volontariat. Il faut Donc être voilà, c'est la base du équipé. volontariat. ensuite Donc les autres informer navires, les les autres ferries vont recevoir l'information à condition que les ferries, enfin voilà, les bateaux, les navires jouent le jeu et qu'ils aient allumé l'application. Dans mon travail, donc je valorise la biodiversité, mais je valorise aussi toutes ces actions, tous ces outils de préservation de la biodiversité. Et donc j'ai été sur des ferries, notamment avec Éco-Océan Institut, avec Léa David, et pour valoriser leur travail. Donc eux, ils font des traversées, hein, je dirais, pour faire du monitoring et du recensement justement de mammifères marins. Et sur le bateau, donc j'étais dans le cockpit de pilotage. Et au bout de 6 heures de navigation, j'ai posé la question au capitaine du bateau. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes équipé de REP7? Il me dit, oui, oui, viens voir. Et là, il a allumé son ordinateur. Il m'a montré comment fonctionnait REP7. Donc j'étais un peu surpris qu'il n'ait pas allumé ailleurs. Donc voilà, ça reste du volontariat. Et je pense qu'aujourd'hui, quelles que soient les mesures qu'il faut prendre des vraies mesures et des choses concrètes et qu'il faut appliquer. Un peu coercitif, peut-être qu'il faudrait obliger les navires à s'équiper. Oui. Parce qu'actuellement, on a une idée, un ordre d'idée sur combien de navires sont équipés à peu près. Ça marche ou pas? Au dernier bilan, une quarantaine. Quarantaine. Mais voilà, pas On envie pourrait faire de- mieux. On pourrait faire mieux. ouais. Bon, au moins, il y a un système qui existe. Mais c'est vrai que quand on ne s'y connaît pas trop, on se dit, mais on pourrait pas les pucer, ces baleines, on pourrait pas faire un truc, on pourrait pas mettre sur les navires, je sais pas, une sorte de truc en langage baleine pour dire, attention, il n'y a pas d'autres systèmes qui existent ou c'est trop cher. Comment ça se passe? Mettre des balises sur les baleines Ouais, pour qu'elles je émettent un... sais pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de discussions en cours. J'ai participé à des conférences, à des rencontres, notamment avec Acobams, qui protège les mammifères au niveau de tout le bassin méditerranéen. Donc il y a des discussions qui sont très ouvertes avec les responsables justement de ces compagnies maritimes qui veulent aussi, eux aussi veulent améliorer les choses. L'une des premières, je pense, mesures qu'il faut mettre en place aujourd'hui, c'est vraiment de baisser la vitesse des navires. Ouais. C'est vraiment quelque chose de primordial. Alors c'est compliqué parce que derrière ça va engendrer des problèmes, je dirais, économiques donc pour ces compagnies. Mais l'une des grandes priorités, je pense aujourd'hui, et notamment avec le sommet qui va avoir lieu à Nice prochainement, que ce soit au niveau de la Méditerranée, au niveau mondial, c'est vraiment de limiter cette vitesse des navires. Mais il va falloir l'imposer, mettre en place des règles et que ce soit aussi universel, parce que par exemple on a parlé de l'arrêté qui interdit l'approche à moins de 100 mètres des mammifères marins, mais il est valable que dans les eaux françaises, c'est-à-dire vous allez dans les eaux monégasques, vous allez en Italie, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, vous pouvez aller courir après les mammifères marins, il n'y a pas de réglementation. D'où l'intérêt de ce sommet. On rappelle quand même que l'UNOC, c'est le sommet qui va se tenir là début juin ici à Nice. C'est l'équivalent d'une COP, donc ça va réunir énormément de monde pour avoir des accords internationaux ou au moins entre les pays pour le Pélagos qui sont autour de la Méditerranée et avoir un peu les mêmes règles pour tout le monde. Et quand on ralentit au niveau des bateaux, les cétacés, ils ont le temps de voir venir ou c'est juste que la collision sera moins forte? Non, les deux. Déjà les cétacés, parce qu'ils dorment aussi, ils dorment en surface, le cachalot. Dorment, voilà. Non, ça va réduire. Déjà, les gars qui sont dans le cockpit pourront observer. Il faudrait peut-être imposer aussi et que ces compagnies, parce que vu leur activité, ils profitent tellement de la mer, il faudrait peut-être aussi leur imposer d'avoir un scientifique à bord ou quelqu'un de chez eux qui soit formé à faire de l'observation, parce qu'ils ont aussi un énorme potentiel. On parlait de Opsamed, mais eux sont tous les jours en mer. C'est une source énorme. Il devrait y avoir des collaborations qui sont faites pour qu'ils collectent de l'information. C'est une source, je trouve, très intéressante pour la science de collaborer avec ces navires, parce qu'ils peuvent ramener des infos formidables.
Donc on compte sur l'UNOC et pour avoir des accords un petit peu plus internationaux. Donc vous en avez parlé, il n'y a pas que les collisions, il y a une autre forme de pollution qui est invisible, c'est la pollution sonore. On a du mal à réaliser pourquoi c'est un problème, Soledad, la pollution sonore pour ces cétacés. Eh bien, il faut s'imaginer que sous l'eau, au bout de quelques mètres, on ne voit plus rien. Donc forcément, ces animaux qui vivent toute leur vie sous l'eau ont besoin du son pour, alors pas que pour être tranquille comme nous, chez nous, mais également pour se nourrir, pour communiquer et pour voir les dangers. Donc si le niveau sonore augmente ou est modifié, ben forcément, ça aura un impact. C'est comme si vous marchiez avec... sans lunettes alors que vous en avez besoin ou, ou avec un carton devant les yeux. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de trouver des mesures pour ne pas augmenter le niveau sonore en gros. C'est les bateaux en fait qui font du bruit énormément. La prospection sismique, les éoliennes en mer, les travaux portuaires. Donc il y a des niveaux sonores propres à la côte et puis également le niveau sonore du large qui augmente. Donc, Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On a apparemment la métropole de Nice Côte d'Azur mène actuellement un projet sur le bruit en mer avec l'université de Toulon. En quoi ça consiste? Alors oui, dans le cadre du plan de protection des cétacés que nous souhaitons mener sur Nice, sur la métropole de Nice, on se veut de pouvoir caractériser le son, le niveau sonore de l'espace maritime de la métropole et à terme de comprendre comment ça peut impacter les cétacés. Donc avec Hervé Glotin de l'université de Toulon, nous allons mener une étude de acoustique passive pour comprendre tout simplement l'évolution des cétacés dans cette zone. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire une carte du bruit, c'est ça, de voir où est-ce qu'il y a le plus de bruit, de cartographier très précisément, cet endroit-là c'est problématique, il y a trop de bruit. Et qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a la carte? Eh bien, une fois qu'on a la carte, déjà on sait, la connaissance est la première chose que l'on veut obtenir. Et après, éventuellement, si possible, faire des mesures de limitation de la vitesse, par exemple, si elles s'avèrent nécessaires. Je vous laisse imaginer la suite. Voilà. D'accord, on peut peut-être dire, je ne sais pas, les gens qui adorent faire du jet ski en Corse ou ce genre de choses, est-ce que ça pose problème, ça aussi, les activités purement de loisirs qui vont avoir un impact concret? Là, on pourrait quand même, enfin peut-être pas interdire, mais limiter sérieusement, non? Point sensible. Ouais. Alors, par exemple, grâce aux accords Pélagos, il y a déjà eu une interdiction de réaliser des compétitions de jet ski. Donc, c'est déjà ça. Mais bon, effectivement, les jet skis produisent un bruit presque insoutenable, mais on verra ce qui arrivera plus tard. Alors, réfléchissez avant de faire du jet ski. On va culpabiliser un peu le public. De toute façon, on est là pour ça aussi, pour vous inciter à agir correctement pour les cétacés. Donc, pas de jet ski, ok? Alors Greg, vous nous avez parlé tout à l'heure de vos expéditions photos, de ces rencontres magiques avec les cétacés. Alors j'imagine que tout n'est pas toujours aussi idyllique en mer. Malheureusement, il y a une autre menace, c'est le plastique. Est-ce que vous en rencontrez de temps en temps des animaux qui sont victimes du plastique? Alors oui, forcément. Après moi, mon chemin de fer et mon travail, c'est de montrer le beau, c'est de montrer la biodiversité. Et forcément, comme on passe beaucoup de temps dans l'eau, on peut témoigner de certaines pression anthropique, notamment les déchets, le plastique. Voilà, moi j'ai un discours qui est assez raisonné. Je veux pas que les gens les faire culpabiliser, bien au contraire. Moi, je veux leur faire passer un message positif pour les encourager, pour les motiver, pour les inspirer. On parle de mesures, on parle de l'UNOC, de politique, d'industriel, mais il faut pas oublier que le problème, en fait, c'est nous, c'est chacun de nous, et on a chacun de nous le pouvoir d'améliorer les choses, de limiter notre impact. Mais ça passe par des toutes petites mesures raisonnées. Hein. Pour moi, il est inconcevable d'avoir dans mon assiette des produits qui ont traversé la moitié de la planète, alors qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour se nourrir avec des produits locaux, des produits français ou européens. Voilà, donc c'est des petits gestes comme ça qui, à mon avis, permettent de limiter l'impact de chacun, et mis à bout, ça aura un gros impact. Alors oui, pendant nos expéditions, on a croisé, vous pouvez le voir sur les images, beaucoup de déchets. Par exemple, voilà, si les politiques aujourd'hui devraient prendre une décision, je pense que la première, ce serait d'interdire ces balions de baudruche, ces balions d'hélium pendant les manifestations, par exemple pendant le carnaval. C'est ce qu'on a vu avant, l'arrêt coincé dans un ballon d'hélium. Voilà, ça, ce sont les ballons d'hélium, mais les tortues vont les manger.
Elles peuvent s'en mêler dans d'autres espèces. Quand vous prenez un bateau, vous allez par exemple après carnaval en mer, vous allez ramasser 40, 50, 60... parce que tous ces ballons, en fait... Alors moi, j'ai ma petite fille qui est là, elle adore ça. Hein. Quand elle les voit, elle les veut tous. Mais malheureusement, ces ballons, ils s'envolent et ils finissent en mer. Voilà. Et c'est des petits plaisirs dont je pense qu'on peut se priver aujourd'hui. Ça n'a pas changé Ou alors l'attacher la face du monde à la main de votre enfant, je ne sais pas. Pour pas, en tout le cas, problème, faut pas le je lâcher, pense quoi. que la solution, c'est surtout de prendre le problème, quel qu'il soit, à la base. Il y a aussi le carnaval de Nice, hein, il y a quand même pas mal de confettis. C'est fini les confettis plastiques, on n'en fait plus ici, j'espère. Ça va. Parce que ça peut poser problème aussi, on les retrouve dans l'océan. Il existe un règlement, à ma connaissance, mais plutôt pour les mariages. Ah, donc c'est les mariés qui font ça. Donc, je ne m'avance pas sur le carnaval, mais pour les mariages, en tout cas, et surtout pour des règles de sécurité, les confettis plastiques ont été interdits, ainsi que le riz. Et peut-être, Soledad, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a comme actions qui ont été mises en place localement ici pour lutter contre cette pollution plastique? Ah oui, bon, c'est plus trop mon domaine, mais effectivement, il y a le service biodiversité de la métropole travaille énormément pour réduire les plastiques sur les plages. Oui, on a la chance d'être sur un territoire quand même ici où il y a énormément d'actions qui sont faites pour la protection de l'environnement et de l'océan. D'ailleurs, cette journée est l'initiative de la ville de Nice et du CNES aussi. Donc on peut le rappeler, c'est d'ailleurs pourquoi l'UNOC est fait ici. Hein. Là, c'est vraiment une ville qui a toute sa place, toute sa légitimité pour accueillir un tel événement, tant on y a une prise de conscience sur ce territoire. On a quand même de la chance. Alors, vous nous avez montré qu'on peut tous aussi agir, hein, chacun avec des petits gestes, arrêter les ballons, peut-être pas trop approcher les baleines. On est tous un peu responsables. Il n'y a pas que les politiques publiques, ça marche ensemble. Et il faut qu'on ait un meilleur comportement. On peut télécharger des applications pour aider les scientifiques. On peut retrouver aussi toutes vos images. Vous avez fait un livre. Je ne sais pas si on peut voir la pochette du livre. Donc, si vous avez envie de revoir tous ces magnifiques cétacés et le toucher en papier glacé, ça vaut le détour. Merci pour votre engagement, pour vos images, vos actions. D'ailleurs, comme on avait beaucoup d'images, moi j'aimerais qu'on termine sur un de vos petits films qui est magnifique pour un peu se rendre compte de la richesse du sanctuaire Pélagos. C'est magnifique, franchement, ouais, on peut. On n'a pas idée de tout ce qu'il y a dans la Méditerranée. Est-ce que vous avez un petit message pour le public, pour les gens qui sont devant leur écran, pour essayer d'œuvrer pour cette préservation? Bah oui, moi je veux dire mon message, hein, c'est que c'est tous ensemble, voilà, et ça passe tout simplement par des gestes civiques. Moi j'hallucine quand je vois des gens jeter des mégots dans la rue ou des plastiques dans la rue. Voilà, ça passe par ça. C'est des choses simples, mais qui aujourd'hui ne sont pas vraiment appliquées. Donc, ça serait intéressant, voilà, parce qu'on parle beaucoup de sensibilisation, mais aujourd'hui, faut bouger, quoi. Faut se mettre à l'action. Ouais. Soledad, un petit mot? Eh ben, à peu près la même chose, c'est se renseigner, devenir conscient de la portée de chaque geste que l'on fait. Et puis après, c'est personnel, mais moi, tous les jours, je me dis, est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui, ou peut-être un moment de plaisir, vaut la peine derrière, ou qu'est-ce que je suis en train de promouvoir?
Donc voilà, être conscient de ce que l'on fait passe par s'informer, par connaître, et après par choisir de façon éclairée. Voilà, et peut-être mettez un masque, un tuba, même pour les gens qui ne sont pas plongeurs professionnels. Est-ce qu'on peut déjà voir pas mal de cette biodiversité juste en allant en bord de côte? Peut-être ça peut, quand on connaît, quand on les voit, est-ce que ça peut nous donner aussi envie de les préserver parce qu'on sait que c'est là? On peut voir quand même pas mal de choses avec un masque et un tuba. Ah, énormément. Alors la Méditerranée, on a plutôt tendance à en parler de manière assez négative, hein, comme quoi c'est la mer la plus polluée dans le monde, que c'est une mer morte qui n'a rien à voir. Alors la Méditerranée, elle se mérite, hein, il faut aller un peu profond, un peu plus loin, je dirais, au large. Mais de mettre un masque dans quelques mètres d'eau, on peut voir des choses. Par exemple, si vous avez l'occasion de parcourir le livre Méditerranée, hein, vous allez voir qu'en Méditerranée, on va retrouver exactement les mêmes espèces qu'on trouve à l'autre bout du monde, sauf qu'elles sont aussi présentes chez nous. Donc c'est une mer tempérée, donc c'est des cousines, je dirais, des espèces tropicales, mais elles sont ici, elles sont présentes. Et je vous lance le défi, hein, si vous allez, par exemple, dans la baie des Anges, dans 3 mètres d'eau, on peut voir des hippocampes, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si dans la salle, vous saviez ça, mais voilà, les espèces sont ici présentes. Après, il faut savoir chercher, regarder, les trouver. La Méditerranée, elle se mérite. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse. Si vous voulez vous découvrir donc toutes ces images, hein, dont on a parlé, et bien plus encore, je vous invite à aller dans la Galerie des Pêcheurs à Monaco en ce moment, puisqu'on a l'exposition Sanctuaire Pélagos. Et en ce moment, on est en train de terminer aussi l'installation d'une très grosse expo en grand format à l'aéroport de Nice. Et ça s'appelle Méditerranée, un océan de vie.